Bonjour les achats, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Sébastien, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui est les tableaux de bord. Tout à C'est un fait. sujet, c'est un sujet un peu mystérieux, hein. Pour rappel l'histoire des tableaux de bord, moi ça fait à peu près 13 ans que j'essaye de faire des tableaux de bord dans des entreprises. À l'époque, bien sûr, dans les masters achats, les écoles achats, il n'y en avait pas. Et on a tous un peu appris par nous-mêmes, je pense que beaucoup vont se reconnaître là-dedans, à faire nos propres tableaux de bord. Et en fait, on n'avait pas de méthode pour le faire, notamment la méthode de la gestion de bases de données. Et donc, on faisait des tableaux de bord avec plein de liens partout, des onglets, etc. Donc, ce qui est drôle, c'est quand Sébastien nous a rejoint en 2015, je pensais être bon en tableau de bord. Honnêtement, je me sentais super fort sur Excel, c'est vrai, hein. Et puis Sébastien est arrivé et en une demi-journée, il m'a montré ce que c'était que de faire des vrais tableaux de bord, parce que pour le coup, Sébastien s'y intéressait aussi depuis longtemps. Et on s'est C'est dit, ça. ouais, c'est ça, et on s'est dit, est-ce que t'en ferais pas quelque chose qui pourrait être accessible à tous les acheteurs, partout, tout le temps, pour justement s'enlever une épine du pied chez beaucoup d'acheteurs. Ben oui, on a commencé chez nos clients dans les cas de consulting, où on avait cette problématique lors d'un diagnostic initial de pouvoir dire à notre direction client, voilà vos principaux achats. Et donc la meilleure solution a été effectivement de trouver une solution sur Excel, qui est un logiciel que tout le monde possède en fait, pour justement sortir les meilleurs chiffres et les chiffres les plus intéressants à présenter à la direction. Ouais, exactement. Ça a été un long travail. Et en fait, effectivement, on avait l'habitude de faire ces tableaux de bord, on les améliorait, et on continue d'ailleurs de les améliorer. Et le sujet du jour, on va pas rentrer dans la technique, hein, pure de comment faire un tableau de bord, au sens, on va pas aller sur Excel à faire un tableau de bord. On va vraiment tracer les grandes étapes et montrer les étapes clés, hein, quand un acheteur arrive dans une entreprise, quand il veut faire ses tableaux de bord, parce qu'on se rend compte en fait que il y a beaucoup de démarrages ratés, hein, sur les tableaux de bord. Je suis en train d'essayer de faire remonter un peu tous les commentaires. C'est ça. On va vraiment parler au final de la base de données et de l'évolution en fait de la qualité des données, que vous allez voir progresser année après année en fonction de évidemment des éléments que vous allez faire remonter, des améliorations que vous allez demander auprès de votre service informatique. Donc on va vraiment pas rentrer dans la technique de comment j'élabore mon tableau de bord, la première étape, deuxième étape. On va vraiment se concentrer sur structurer ces données, comprendre ce qu'on peut aller chercher, où on peut aller chercher, et qu'est-ce que vous allez réussir à obtenir avec le temps. Ouais, exactement. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, les bénéfices pour vous, l'idée, hein, ça va être d'avoir une vision des étapes clés lorsque vous arrivez en poste sur la partie gestion de data, structuration d'un tableau de bord. Les bénéfices pour vous aussi, c'est que avec ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, vous allez comprendre une étape très rapide à mettre en œuvre et qui va poser immédiatement votre expertise en entreprise. Il y a beaucoup d'acheteurs parmi vous qui sont passés au travers de nos formations et qui ont fait ces tableaux de bord, que ce soit au niveau des masters achats ou même en e-learning pur. Et on se rend compte en fait que ce savoir-faire, de savoir faire des tableaux de bord, c'est vraiment une expertise clé en termes d'employabilité. Et derrière, quand on arrive en poste, très rapidement, on présente un tableau de bord, tout de suite, on pose le débat, on montre qu'on a une certaine expertise et qu'on maîtrise son métier. C'est extrêmement important. Si on prend les compétences des acheteurs, je dirais qu'il y a les achats purs, d'accord, le data management et la RSE, sachant que la RSE, elle s'intègre, hein. Elle s'intègre dans les processus achats. Aujourd'hui, les achats, c'est les achats RSE, mais je pense qu'on c'est pas le sujet du jour. Donc, Ouais, la possibilité. Ouais, pour vas-y. commenter ce que tu dis, j'ai eu pile poil un cas hier soir, donc d'une personne qui avait fini sa formation et qui a passé son test de certification ICDL, et en fait qui a changé d'entreprise. Donc elle est arrivée dans cette nouvelle entreprise, donc un des leaders des travaux publics, et il faut savoir que les leaders des travaux publics, les données, c'était pas ça. Donc c'est beaucoup de réactions aux urgences à droite à gauche. Et il faut savoir que quand on est acheteur, on représente un certain coût pour l'entreprise. Donc l'entreprise s'attend à ce qu'un acheteur puisse prendre du recul pour mener des actions de fond en fait sur les achats, et pas simplement saute justement sur tout ce qui bouge, parce que pour ça au final un approvisionneur c'est très bien en fait, hein. Donc à un moment donné on doit justifier un petit peu la valeur ajoutée qu'on doit apporter en entreprise, et pour ça effectivement le tableau de bord est la première étape
pour savoir vers où on va aller, parce que c'est ce qui nous donne les chiffres en fait. Et sans les chiffres, sans les mesures en fait de vos achats, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez pas justifier grand-chose auprès d'une direction et vous pouvez pas motiver vos collaborateurs à travailler sur tel ou tel sujet, tout simplement des fois en leur montrant le volume global achat sur l'année, qui peut être très très important et pour lequel on justifie beaucoup plus facilement d'avoir un acheteur payé au prix d'un acheteur, hein, ce qui n'est pas le cas d'un approvisionneur ou d'une personne qui sort juste de licence, quoi. Ouais, tout à fait. Ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises, c'est qu'on passe plus de temps finalement à aller récupérer les infos à droite à gauche pour essayer d'avoir quelque chose qui parle que finalement à agir, à analyser et agir. Et ça, c'est un vrai problème parce que effectivement, il y a des outils aujourd'hui, il y a des solutions pour pouvoir cliquer sur un bouton, savoir exactement quelle référence on a dans telle famille d'achat, quels sont les fournisseurs historiques, quel est le poids de chaque fournisseur sur un segment d'achat, quelle est l'évolution des coûts sur X années. Il y a une solution. Et de maîtriser ça, ça prend en général quelques journées de le mettre en place en interne, mais ça change derrière. Et le retour sur investissement pour l'entreprise, il est très, très important. Et pour l'acheteur qui va finalement pouvoir agir plus, avoir plus de résultats et s'attacher à travailler sur des sujets plus intéressants. C'est ça. En fait, on a trois types de profils. On a le profil qui est au Pôle emploi, où là, effectivement, apporter cette expertise-là à une entreprise, ça va lui permettre d'améliorer son employabilité. On a le profil qui, dans l'entreprise, veut vraiment apporter quelque chose de nouveau, de l'innovation, pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Et donc là, effectivement, encore une fois, cette expertise-là va énormément l'aider. Et après, on a les acheteurs qui sont dans leur quotidien, à qui, en fait, on enlèverait une belle épine du pied, hein, clairement, d'avoir justement cet outil, rien que dans la gestion du quotidien, dans les rendez-vous fournisseurs, parce que vous pouvez trier facilement, tiens, j'ai un rendez-vous fournisseur, je clique sur mon fournisseur, et j'ai toutes ces données qui se mettent à jour. Voilà, ses prix, l'évolution de ses prix, le chiffre d'affaires, tous les articles que l'on achète. Est-ce que ce fournisseur-là est dans le top 10? Est-ce que c'est un fournisseur de catégorie A, B, C? Et en fait, tout ça, ça vous enlève une grosse épine du pied. Et en plus, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est très très réactif, quoi. C'est là, vous avez le directeur qui débarque dans le bureau, qui tape du poing. Alors, on en est où avec ce fournisseur-là? Effectivement, voici toutes ces données chiffrées en 2 clics. Et ça, c'est très appréciable. Donc, pour les personnes qui sont en poste et qui se demandent pourquoi j'irai me former sur Excel, pourquoi j'irai aller sur ce type d'expertise-là, très clairement, pour vous enlever une belle épine du pied et vous faciliter le quotidien. Ouais, tout à fait. Il y a un gain de temps qui est astronomique. On va reprendre cet outil. Pourquoi il est incontournable? Il est incontournable pour 2 raisons. Si on devait résumer le rôle de l'acheteur d'un service achat dans son entreprise pour monter en maturité et atteindre l'amélioration continue en performance économique, sociale, environnementale, il va devoir générer continuellement de l'amélioration de la performance économique, sociale, environnementale, et de l'autre côté, améliorer l'efficience organisationnelle de son service. Finalement, un tableau de bord efficace, ça fait partie d'une amélioration organisationnelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme on l'a vu juste avant, si tu ne mesures pas, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui l'a mis en commentaire très justement, on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc si tu fais par exemple des résultats économiques, imaginons même seulement économiques, mais que tu n'es pas capable de le mesurer, la valeur elle est quasiment nulle parce que tu ne vas pas pouvoir mettre en avant tes plans de progrès, valider ta progression, etc. Donc finalement, le tableau de bord, c'est un peu la première chose à faire quand on arrive sur un poste achat, parce que derrière, il va vous permettre de structurer votre efficience organisationnelle. On va parler aujourd'hui processus approvisionnement, parce qu'on va partir de tout en bas, parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup restent en bas, parce que les bases n'ont pas été structurées, et pour pouvoir monter progressivement, et bien sûr pour suivre la génération de performance économique, parce qu'au début, on va le voir, intégrer des critères sociaux, environnementaux, c'est pas évident. On ne peut pas le faire en claquant des doigts, c'est énormément de travail. Et déjà, de commencer par mesurer la performance économique et ensuite, progressivement, au fil du temps, au fil de notre progression, mesurer la performance économique, sociale, environnementale qu'on va générer par notre action. Ouais, tout à fait. C'est très important ce que tu dis parce que effectivement, quand tu es en entreprise, si on peut maîtriser effectivement les données, bien avec les données, on peut valider nos décisions et les justifier auprès d'une direction et de collaborateurs. Donc, sans chiffres,
ben, vous avez rien du tout. Nous, on le voit en tant que consultant, hein. Quand on arrive en entreprise et qu'on met le doigt sur une petite pépite, l'achat qui n'a pas été négocié depuis des années et qui fait perdre beaucoup d'argent à l'entreprise, parce qu'on peut très bien intégrer des éléments de vente, hein, des éléments commerciaux. Donc, on peut faire évidemment les ventes moins les achats, on voit s'il y a de la marge ou pas. Derrière, effectivement, ça fait la différence. On a des directions qui sont là, ah bon, on n'avait jamais vu ça. Mais oui, effectivement, si on n'a pas les données, on peut pas prendre les bonnes décisions et s'attaquer au bon sujet. Donc, c'est très important. Les 3 indicateurs clés, Claire, on va en parler, mais déjà, on peut y aller. Hein. Donc, c'est la dimension financière, bien sûr, le chiffre d'affaires achat, le prix unitaire, mais plutôt les chiffres d'affaires achat qui sont raccordés au volume. On va avoir, bien sûr, l'impact CO2, qui est un peu l'indicateur clé au niveau de l'impact environnemental, même si on va le voir, il peut se décliner sur énormément de choses en fonction des familles d'achat sur lesquelles on va travailler. On va montrer un exemple précis. Et ensuite, je dirais la notation sociale des fournisseurs qui peut être réalisée en interne sur des critères qu'on définira en équipe projet ou sur la base de différentes solutions qui sont à notre disposition, qui vont nous permettre de définir le niveau social, la note sociale des fournisseurs. Ça nous permet d'avoir 3 indicateurs très simples qu'on va pouvoir suivre et avec lesquels on peut avoir une communication très claire. Alors, on va le voir, de toute façon, les indicateurs évoluent avec le temps et évoluent avec la qualité de vos données. Alors là, les indicateurs que vous a donné Guillaume, évidemment, c'est des indicateurs qu'on va retrouver en niveau 5, hein, sur la 4e année. Évidemment, la première année, donc là, je crois que c'est Gérald qui a fait un superbe commentaire pour nous lancer. Encore faut-il que des fiches produits et des familles achats existent. Eh bien, la première année, effectivement, on va se concentrer à des fois, ça dépend où vous allez. Si vous arrivez dans une PME ou une entreprise où les achats sont pas matures, la première étape, ça va être de se rendre compte, effectivement, que la segmentation est inexistante. Et vous allez utiliser, en fait, vos données achats pour redéfinir une segmentation logique et cohérente, en fait. Ça va vraiment être la première étape. Donc, merci Gérald. Il nous introduit bien la première année et le niveau 2. C'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, de la même manière qu'on va monter en maturité achat, qu'on va générer de plus en plus de résultats, qu'on va améliorer l'efficience organisationnelle d'un service, eh bien, c'est pas en claquant des doigts qu'on va avoir un tableau de bord dans lequel on a notre impact CO2, on a notre performance sociale et économique. Non, non, ça marche pas comme ça. Quand vous arrivez dans une boîte, vous faites avec ce que vous avez. C'est ce qu'on appelle un diagnostic achat. C'est une version réduite du cube, en fait. C'est une mini-stratégie qui démarre, comme dans le processus de définition d'une stratégie, par réaliser un tableau de bord. Et vous allez réaliser un tableau de bord sur la base de ce que vous avez. Et c'est au fur et à mesure des projets que vous allez progressivement, au fur et à mesure que vous allez générer des résultats économiques, sociaux et environnementaux, notamment socio-environnementaux, que vous allez intégrer dans votre ERP des données sociales et environnementales, tout simplement. Et à un moment donné, quand vous aurez couvert l'intégralité de vos familles au niveau des projets achats et que vous aurez mesuré en fonction des différents secteurs d'activité, des catégories d'achat, l'impact CO2 et l'impact social de vos fournisseurs, que vous allez finalement posséder un outil qui va vous permettre de mesurer ça. Il faut se lancer, même si on n'a pas de données, il faut commencer par quelque chose. Donc, et c'est justement vos premiers résultats qui vont amener justement cette impulsion d'investir dans le RP, hein, pour qu'il fasse remonter plus de données et de créer une procédure et de lancer la démarche auprès de la direction et de votre collègue. Il faut savoir que un ERP, l'amélioration de son fonctionnement et des données que vous allez retrouver, ça coûte beaucoup d'argent à une entreprise. Donc il faut justifier en fait la légitimité de cet investissement. Donc c'est pour ça que derrière, il faut commencer. Mais on va parler aujourd'hui du premier tableau de bord. On va se mettre à la place d'un acheteur qui rentre dans une entreprise. Un acheteur qui rentre dans une entreprise, il va suivre 6 étapes clés. Étapes clés. Définir son périmètre, parce que c'est bien beau de se lancer dans la définition d'un tableau de bord, mais si on ne sait pas quelle catégorie d'achat on doit intégrer, on risque de passer à côté de pas mal de catégories d'achat. On va faire une identification des intervenants. Donc, on va voir qui aujourd'hui achète finalement les catégories qu'on veut couvrir, parce qu'il faut faire très attention à ça. Quand vous vous intéressez à des catégories qui ne sont pas forcément dans votre scope et qui peuvent être gérées par des services qui ne sont pas des services achats, c'est un grand classique, il faut identifier les intervenants, communiquer correctement et s'assurer d'avoir leur adhésion. C'est quand même important. Ensuite, on va bien sûr récupérer les données. Ensuite, on va harmoniser les données. On va réaliser le portefeuille achat, donc le tableau de bord. Et ensuite, on va pouvoir l'exploiter. Par exemple, sur le périmètre achat, on pourrait intégrer les achats de frais généraux, les achats de production,
les achats d'investissement, les achats de sous-traitance. Et c'est Mm. l'ensemble de ces données qui va permettre de faire un tableau de bord. Tout dépend voilà, du secteur que vous avez rejoint dans l'entreprise. Si vous êtes dans un grand groupe, très souvent, en fait, vous allez être sur un type d'achat bien spécifique. Là où, si vous êtes sur une PME, bah, vous allez pouvoir attaquer un large spectre avec l'ensemble des périmètres. Donc, périmètre ou domaine d'achat, c'est le premier niveau de segmentation. Donc, ça s'adaptera en fonction de votre entreprise et du poste que vous avez dans cette entreprise. Les périmètres, hein, on verra ce que ça contient. Donc là, vous avez par exemple une analyse des différentes parties prenantes dans l'entreprise et des domaines d'action, des catégories d'achat sur lesquelles elles travaillent. D'accord ? Ça vous permet d'avoir une vision précise de qui dépense quoi dans l'entreprise et ensuite de récupérer les informations. Vous pouvez faire juste une réunion avec eux pour voir comment ils fonctionnent. Donc ça fait partie du diagnostic, hein, savoir quelles sont les pratiques sur les différentes catégories, surtout quand on est manager ou responsable achat dans une PME par exemple ou dans une business unit. On va voir un peu tout ce qui se passe et bien souvent ce qu'on voit dans les entreprises à faible niveau de maturité de taille type PME, on va avoir les gros achats qui peuvent être gérés par la direction de l'entreprise. C'est un grand classique. Donc ça aussi, il y a toute une conduite du changement à apporter, de s'assurer justement de l'adhésion de la direction. Alors où est-ce qu'on va récupérer les dates? Ouais. Et juste une bonne pratique, j'ai vu un commentaire passer par rapport à ça tout à l'heure. C'est très important de pouvoir s'appuyer en support ou en validateur, entre guillemets, avec le contrôle de gestion ou la finance. Parce qu'effectivement, c'est eux qui vont valider que les données que vous avez, ce sont pas des données que vous avez bricolées, mais c'est des données vraiment de la société. Donc effectivement, la personne qui a commenté ça, je sais plus si c'est Thierry qui en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Tout à fait. Le contrôleur de gestion. Pour ceux qui connaissent le cas, le fil rouge de nos cursus avec le cas Capco sur la stratégie, qui est en fait une base de données qu'on a récupérée auprès du contrôle de gestion, méfiez-vous, méfiez-vous quand même et assurez-vous quand même que les données sont parfaitement justes. Mais effectivement, ça peut être une très bonne source de données, le contrôle de gestion, quand le service existe, hein, c'est pas toujours le cas. Les principales sources, d'ailleurs il y est, hein, le contrôle de gestion bien sûr. S'il y en a un, on va le voir parce que logiquement, il a déjà mis en place des tableaux de bord. Ce que vous allez développer comme expertise en maîtrisant ce savoir-faire en tableau de bord, finalement, c'est une expertise de contrôle de gestion. En tout cas, les contrôleurs de gestion affectionnent particulièrement ce savoir-faire. D'ailleurs, on en a beaucoup qui se forment chez nous sur les tableaux de bord. Alors, un point important, la source de données, donc contrôle de gestion, on voit ce qu'il peut nous donner. On s'assure de la source des données, parce que parfois aussi, le contrôleur de gestion, il fait des tableaux de bord un peu comme il peut, et donc on peut avoir une base de données qui est faite manuellement. Voilà, donc c'est important de faire très attention. Ou modifier avec des clés de répartition. Vous savez qu'en comptabilité, on va répartir les différentes charges dans des comptes, et derrière, vous pouvez avoir des clés de répartition qui peuvent un peu fausser et mélanger les données. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut demander vraiment les données les plus brutes possibles. On a eu un cas comme ça d'une personne qu'on a accompagnée sur une prise de poste. Le fichier venait du contrôle de gestion. C'était un fichier qui était extrêmement lourd où les calculs automatiques avaient même été désactivés, pour vous dire. Clairement, ça faisait planter tous les PC de la société s'il lançait le calcul. Et en fait, la solution, ça a été de repérer parmi les 20 à 30 onglets qu'il y avait dans le fichier, quel était l'onglet de base dont tous les calculs partaient, et de supprimer tous les onglets et de repartir à zéro sur cette base de données initiale. Ouais, tout à fait. La source la plus intéressante pour travailler, ça va être la source issue de votre ERP, en espérant que vous ayez des données à peu près exploitables. Et on va travailler sur cette base-là parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est-à-dire des ERP qui sont mal renseignés. Et on va retravailler une base de données ensemble pour la rendre exploitable, pour pouvoir en faire un tableau de bord. Ensuite, vous avez bien sûr, en dernier recours, j'ai entendu qu'il y en a un qui commentait tout à l'heure qu'il n'avait aucune source de données en interne et qu'il ne savait pas comment faire. Vous vous tournez vers les fournisseurs. Donc, il y a une façon de présenter les choses pour pas trop passer pour des neuneux, entre guillemets, en faisant une demande d'information, en disant par exemple qu'on a eu un souci informatique ou qu'on souhaite recroiser des données, de ne pas dire qu'on n'a aucune vision des informations de ce qu'on achète, ça peut être mal perçu. Donc, vous faites une demande d'extraction, donc là ici vous avez les éléments, d'extraction de Excel de tout ce que vous avez acheté sur les 3 dernières années ou sur 12 mois minimum. Après, vous faites avec ce que vous avez toujours, avec telles entrées, voilà, pour pouvoir structurer derrière votre tableau de bord.
c'est fastidieux, effectivement, de demander les informations aux fournisseurs. Mais en fait, comprenez bien que dans toute entreprise, très souvent, on suit extrêmement bien ses clients. Donc, même si vous arrivez à pas avoir la moindre donnée au niveau de vos achats, je suis sûr que si vous allez chercher les données des ventes, vous allez les trouver. Et ben, en fait, chez vos fournisseurs, ça se passe pareil, hein. Eux aussi peuvent avoir des difficultés à avoir les données achats de leurs propres achats. Par contre, les données de leurs clients, ça, vous en faites pas, ils les ont. Ils savent très bien ce qu'ils ont vendu, quand ils les ont vendus, à combien ils les ont vendus. Donc, dans le pire des cas, en fait, les données des fournisseurs, c'est ce que vous avez de mieux. On le voit, nous, dans les achats de transport, ça nous arrive régulièrement de devoir demander les informations aux fournisseurs parce que les informations que les entreprises enregistrent sont souvent très insuffisantes pour mapper en fait le flux des marchandises avec les points d'entrée, les points de destination, les types de fret. Et ça, il y a rien de mieux qu'un transporteur pour nous donner ces infos. Oui, oui, oui. En plus, ils ont maintenant une obligation légale de mesurer l'impact CO2, donc là, c'est fantastique. C'est ça. Ah, par contre, juste, je finis, après je laisse. Vas-y, je t'en prie. Je vais rallonger trop la présentation. Ce qui est vraiment important, hein, c'est de demander les éléments aux fournisseurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la façon dont on le demande. Derrière, c'est très important parce que sinon, vous pouvez vous décrédibiliser. Donc, faites très attention à ce point-là. Ouais, tout à fait. Donc, voilà un exemple de base de données. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut essayer de repérer ici? Eh bien, on va se rendre compte qu'en fait, c'est quoi les familles achats? Vous imaginez, cette base de données, elle fait des milliers de lignes. C'est quoi la famille achat? Puis là, on voit qu'il y a une famille qui s'appelle 100. La famille 100, on voit que dedans, il y a des pommes de terre, des bananes et des carottes. Vous voyez? Donc, ça ne va pas nous aider à avoir une segmentation efficace. Quand on regarde les fournisseurs, on essaie de voir le fournisseur, puis on a le fournisseur là, 302, 201, 312. Pareil, si on ne voit pas le nom du fournisseur, on ne sait pas en fait à qui on achète exactement. Donc ça ne va pas permettre derrière d'avoir, à part avoir une table derrière à côté pour savoir que le 312 c'est tel nom et que la famille 100 c'est telle famille, on voit déjà que déjà les familles elles sont a priori mal segmentées, hein, parce qu'on va retrouver vraiment plein d'infos dedans. Là on avait regardé, c'est issu d'un de nos clients récents. On retrouvait dans la famille 100 des plats cuisinés, du thym. Bien sûr, les données ont été complètement modifiées, hein, je tiens quand même à le préciser. Et donc, on voit que dans la même famille, dans la famille 100, on va avoir énormément de familles différentes. Au niveau des fournisseurs, eh ben, on ne va pas avoir de lisibilité claire de à qui on a acheté les carottes, à qui on a acheté les bananes et les pommes de terre. Donc voilà. Ensuite, l'origine, on l'a. Voilà, on a les quantités, on a le montant, etc. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de voir quels sont les problèmes. Et là, on se rend compte rapidement qu'on n'a pas des familles correctement segmentées, on n'a pas des noms de fournisseurs qui vont permettre derrière de bien exploiter, et on a des noms articles qui ont des libellés très longs, et on n'a pas vraiment de code article. Et bien là, on va commencer à retravailler, en partant du produit final, la segmentation. Donc ici, vous avez un exemple de plat cuisiné, d'accord? Donc de ravioli végétarien, et on va partir vraiment de la démarche à mener, produit par produit. Quand on veut resegmenter un portefeuille achat, on repart des produits. D'accord? Donc là, par exemple, on a un pot en verre de 900 ml, on a une capsule en fer TO82, c'est la capsule ici, on a de la sauce tomate, on a 300 grammes de sauce tomate, et on a 500 grammes de raviolis, tout simplement, parce que les raviolis, ils sont achetés, ils sont pas fabriqués sur place. Voilà. Ça permet de comprendre de quoi sont composés mes produits, et donc derrière, on va pouvoir commencer à segmenter des familles. On voit ici une famille emballage, on voit ici une famille matières premières, ou en tout cas une famille tomate, par exemple, une famille produits finis, des produits qu'on achète déjà prêts. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de codifier ces familles-là pour y voir plus clair. Donc ici, on a un exemple, on a recréé des familles, donc aromates, condiments, épices, donc c'est la désignation aromate, emballage, emballage, légumes, légumes, fruits, fruits. Bon, effectivement, c'était assez clair de toute façon. Céréales légumineuses, les EPI, les équipements, hygiène, donc bien sûr tout ce qui est relatif à l'hygiène, industrie, les coûts machines, maintenance, pièces, les prestations, les produits transformés comme les raviolis qu'on a vus, le transport et le stockage, qui représentaient les principales familles, hein, il y en avait d'autres, hein, mais on ne vous a pas toutes mises ici, qui vont permettre de segmenter derrière, d'un point de vue famille, votre portefeuille. On fait pareil sur les sous-familles. Il y a pas de, voilà, on fait pas de magie, hein, de toute façon, on reprend le jargon entre guillemets linguistique qui est propre souvent à beaucoup de sociétés. Et derrière, effectivement, on l'applique pour créer ses familles et ses sous-familles. Faut être logique. Il faut que ça parle à tout le monde. Il faut pas hésiter d'ailleurs à parler
aux différents opérationnels pour leur demander si ils trouvent ça logique ou pas du tout. Et il faut que derrière, en termes de chiffre d'affaires achat, il ne faut pas que vous ayez une famille qui regroupe 90% de vos articles. En fait, hein. Il faut vraiment que ça soit réparti en fonction du chiffre d'affaires qui est intégré. Donc ensuite, on a défini les familles. Par exemple, la famille emballage. Et ben, on va faire les codes sous-famille. Donc dans la famille emballage, on va avoir des pots, des capsules, des étiquettes, des cartons. Enfin, là, c'est plutôt des carottes, des cartons ici. Vous voyez? Et on va définir des noms. Donc là, on sait qu'on a les pots, capsules, oignons, pois cassés, huile, étiquettes, carottes, bouteilles, épices, cartons. Et ben, ici, on va avoir les codes sous-famille, pots, capsules, oignons, poca, etc., qui vont permettre de codifier tout ça et de le rendre lisible. Enfin, on va essayer de faire des codes articles qui, par exemple, qui vont permettre d'avoir sur une même sous-famille plusieurs catégories, par exemple de pots, plusieurs catégories de bouteilles, de capsules, de cartons, etc. Et donc là, on va créer un outil qui va nous permettre de définir les noms des différents articles. Donc là, on commence à créer un processus de structuration de nos codes articles. Et vous avez compris, on a les familles, les sous-familles et les codes articles. Après, vous pouvez avoir ça dépend de la taille de votre portefeuille. On peut faire autant de segmentation qu'on veut. Il faut essayer que ce soit tout de suite compréhensible et que demain, vous avez besoin d'avoir une information. OK, donc là, je veux savoir, par exemple, je ne sais pas, combien j'ai acheté de telle bouteille en 2017. Et ben, vous cliquez sur emballage, vous cliquez sur la sous-famille bouteille, vous cliquez sur la référence de bouteille concernée. Vous allez voir tout qui va apparaître en quelques secondes. Et c'est ça l'idée. Donc là, par exemple, on revient sur le produit vendu par l'entreprise. Et ben, on va voir que pot en verre 900 ml x 1, où on avait très peu de visibilité sur la base de données initiale, va devenir famille emballage, sous-famille pot, article pot 900 TO82. Parce que peut-être qu'il y aura un pot 900 en TO100, avec une plus grosse ouverture. Et donc, tout va être comme ça décortiqué. Et l'idée derrière, tout simplement, ça va être de reprendre votre base de données. Surtout, vous ne la touchez pas, vous ne modifiez pas l'intérieur des colonnes. Vous rajoutez des colonnes, d'accord ? Et vous allez mettre les informations importantes. Par exemple, vous n'aviez que des dates, ben vous allez mettre les années. Ça vous permet derrière de segmenter par année. Vous allez mettre les mois, comme ça vous allez pouvoir aussi regarder en mois. Vous allez par exemple intégrer le nom des fournisseurs dans une colonne spéciale pour répondre aux numéros. Vous vous souvenez, il y avait des numéros. Et ben, vous allez rajouter une colonne pour qu'on voit apparaître le vrai nom du fournisseur. Comme ça, quand vous devez savoir combien vous ferez avec Bonduel, vous cliquez sur Bonduel et vous voyez exactement combien vous faites avec Bonduel. Famille légumes, sous-famille carottes et le code article carottes en cube bio, tout simplement. Et vous gardez votre base de données parce que demain, quand vous allez, le temps que vous mettiez à jour tout le logiciel, vous allez encore avoir besoin de garder l'ancienne structure. Ce que je conseille, c'est de mettre les colonnes en premier sur votre base de données. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à coller les anciennes données, enfin les données qui vont se mettre à jour au fur et à mesure à la fin et à tirer finalement les colonnes le temps que ça soit automatisé en remontant dans le RP. Donc on structure le tableau de bord. Hein. Comme je rappelle, aujourd'hui, c'est pas l'idée d'aller vraiment dans le détail technique. Hein. C'est une formation à part. Hein. On est sur quoi? On est sur 9 heures de formation pour pouvoir le faire. C'est ça, Sébastien? C'est ça, exactement. 9 heures de formation avec un accompagnement webinaire d'1 h 30 en complément. C'est ça. Donc là, en gros, hein, tout simplement, vous n'allez pas avoir des données RSE qui vont sortir par magie. Hein. Donc là, vous allez avoir les données qui sont dans votre base de données, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les quantités, les prix unitaires, c'est déjà énorme. Vous allez avoir déjà un tableau de bord qui est plus efficace que ce qu'on peut voir dans une majorité d'entreprises, même de grands groupes, hein, puisqu'il faut savoir que souvent, quand on n'utilise pas Excel pour les tableaux de bord, eh ben, on va avoir des tableaux de bord qui sont internes à des solutions et qui vont être un peu figés parce que dès qu'il faut les modifier, ça coûte un bras et du coup, on peut rester des années comme ça avec des indicateurs qui ne bougent pas. Et l'avantage de maîtriser le management de data et la mise en forme sur Excel, c'est que vous-même, vous allez pouvoir faire évoluer vos KPI et continuellement vous améliorer en étant dépendant de personne, tout simplement. C'est ça. Voilà on a juste une petite question. Vive les macros. Alors effectivement, comme l'a dit Patrick, il n'y a pas de macros parce qu'il n'y a rien de pire avec les macros pour faire planter un fichier très rapidement. Et puis si vous partez de la société, plus personne ne sait l'utiliser. Et pour répondre à Ayat, effectivement, c'est avec CPF la formation. Je vais répondre à Emmanuel. Tu peux présenter un peu le tableau de bord là, il tourne en fond. Oui. Alors effectivement, là, on a le tableau de bord qui tourne. En gros, comment il se compose? On a les mesures clés en fait sur la gauche et en haut, avec en dessous les graphiques d'évolution.
Alors, voilà, ça remonte tout seul. Et à droite, on va avoir ce que j'appelle des mesures spécifiques. Alors ça, c'est un exemple pour un client. C'est un peu d'ailleurs notre exemple cas d'école. Maintenant, il faut vraiment que chaque acheteur, en fait, apporte sa structure, son architecture en fonction des besoins qu'il rencontre en entreprise, en fonction des indicateurs qu'on lui demande de suivre. Encore une fois, on ne va pas suivre les mêmes indicateurs quand on est en niveau maturité 1, où là, on va s'attacher à ne pas avoir de rupture, alors que quand on est en niveau maturité 5, on va être sur des indicateurs liés à la RSE. Voilà. Et donc, le fameux outil qui nous permet en fait de mettre à jour tout l'ensemble des données en fonction du nom du fournisseur, de l'année, du mois, effectivement, c'est la barre que l'on voit en haut, là, c'est ce qu'on appelle les segments sur Excel et qui vous permet en fait de tout filtrer votre vue de tableau de bord. Et là, vous voyez, ça se présente très facilement. Là, on est sur un webinaire. En fait, on pourrait très bien l'imaginer présenté sur rétroprojecteur en salle de réunion, devant la direction, devant vos collègues. C'est très rapide. Et là, vous avez, pour le coup, vous êtes l'acheteur qui a réponse à tout sur la partie financière. En tout cas. Déjà qu'on a mauvaise réputation, si on commence à dire qu'on a réponse à tout, à nous les acheteurs. Bon voilà, juste Julien, tu as répondu, Emmanuel. En fait, tant que tu n'auras pas mis à jour tes fiches articles, tu n'auras pas restructuré ton process approvisionnement et revu tes fiches articles et tes fiches fournisseurs, la base de données, elle ne va pas se mettre à jour toute seule. D'accord ? Donc au début, tu peux fonctionner en pensant, c'est-à-dire en créant une base de référentiel tu vas tirer automatiquement, ça va te mettre à jour tes colonnes. Et puis ensuite, l'idée, c'est que tout soit bien renseigné dans l'ERP, avec tes familles, etc. Et évidemment, si ton ERP n'est pas évolutif, eh ben, tu maintiendras ton système pour compenser et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, je ne sais pas si Emmanuel nous parlait de structure de données dans l'ERP, plutôt de comment on fait pour mettre à jour le fichier. Mais en fait, il faut savoir qu'Excel s'interface à l'intégralité des ERP du monde. Oui. Voilà. Vous avez toutes les solutions ERP, quelles qu'elles soient, peuvent s'interfacer avec Excel, mais effectivement, pour rentrer dans un ERP au travers de votre Excel, d'une, il faut être connecté au réseau de votre entreprise et il faut que le service informatique vous donne les accès à cet ERP parce que c'est eux qui ont l'adresse où est caché le serveur et qui ont le mot de passe en fait pour rentrer dans le serveur et demander justement la mise à jour de la requête de votre fichier. Sinon, tu fais une extraction de l'ERP, ça prend 10 minutes, tu copies-colles, tu mets à jour les données et ça fonctionne en général. Mais bon, ça, tu peux l'automatiser. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle le langage commun du management de data. On parle base de données, on parle big data. Et en fait, ce qui est génial avec ça, c'est que si demain vous voulez le mettre dans un ERP, si vous avez des centaines de milliers d'euros à dépenser ou que votre entreprise a décidé d'aller vers ça et vous impose de faire votre tableau de bord sur un logiciel, eh ben, vous faites votre tableau de bord sur Excel et vous donnez ça à l'intégrateur du logiciel, vous dites je veux ça, s'il vous plaît, je voudrais ces indicateurs. C'est finalement le meilleur cahier des charges qu'on puisse espérer pour bien identifier et définir notre besoin. Voilà. Je vais juste répondre à une question importante. Ouais, vas-y. C'est Sandrine qui me parle de Power BI. Effectivement, on entend beaucoup parler aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Power BI, vous pouvez faire exactement la même chose que la vue tableau de bord que vous avez vu avant. Sauf que là, vous êtes limite développeur parce que derrière, vous devez apprendre un langage de programmation pour aller dans le détail et vraiment avoir un fichier qui soit pertinent à utiliser. Voilà, concrètement, vous faites exactement la même chose avec Excel, sauf que Excel, vous avez juste besoin de la licence Excel, tandis que Power BI, vous avez besoin d'une licence pour chaque personne qui veut voir votre tableau, mais vous faites vraiment la même chose. La différence, c'est que quand vous avez un graphique dans Power BI, vous pouvez cliquer sur, admettons, si vous avez un camembert, vous cliquez sur un des carrés de votre camembert, ça met à jour vos données. Là, en fait, la mise à jour, elle se fait en haut via ce qu'on appelle les segments. Okay. Et sinon, c'est la même chose. Vous faites la même chose sur Excel en beaucoup plus simple. Alors, à quoi il va nous servir ce tableau de bord ? On arrive dans l'entreprise, on a aggloméré les datas, on a fait un tableau de bord, ça y est, on sait qu'est-ce qu'on dépense, avec qui, comment, pourquoi, l'évolution des prix, etc. Donc, on peut vraiment commencer à travailler. Donc là, on va commencer par définir le poids financier des familles, des articles. Ça va nous permettre de prioriser, d'accord, de travailler sur ce qui pèse dans l'entreprise plutôt que de travailler sur, par exemple, les achats de stylos. Voilà, vous voyez. On va prioriser aussi sur l'indice de risque. Grâce à un tableau de bord comme ça, on peut voir sur quelle famille stratégique on est en monosource et donc potentiellement à risque. On va pouvoir identifier aussi des dérives tarifaires. On va pouvoir voir apparaître des familles où la hausse de prix est anormale par rapport, ou en tout cas peut vous alerter, et ça peut vous permettre d'identifier
des leviers achats qui n'ont pas été activés. Par exemple, il n'y a jamais eu d'appel d'offres sur cette famille, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas eu de levier technique activé, pas de vision TCO, etc. Ça va vous permettre aussi d'identifier les leviers standardisation. Si par exemple, pour un produit qui a la même destination, vous avez 30 références différentes, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi vous allez potentiellement pouvoir standardiser derrière, sachant que le levier standardisation est un levier très important d'optimisation en vision TCO. Donc ça va commencer à vous donner des indicateurs qui vont vous permettre de prioriser. Vous allez pouvoir mesurer le poids des achats sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous allez pouvoir voir les Pareto familles et segments apparaître en quelques clics. Vous allez pouvoir identifier le risque. Là, c'est une vidéo d'exemple où on identifie le risque. Hein. Donc là, vous pouvez cibler la famille emballage, le fournisseur Zig, vous voyez ici, et on voit en fait finalement qu'il est ultra majoritaire sur une bouteille. Et donc, comme il est tout seul, ça veut dire qu'on est à fort risque, tout simplement. C'est un tout petit, ça passe pas très bien à l'écran, on s'excuse. Ouais. Effectivement, là. Ouais, vous l'avez sur, je pense, sur YouTube. Comment faire évoluer son tableau de bord? Donc là, on a fait le premier tableau de bord, on a fait notre premier, hein, si vous vous rappelez un des premiers slides, on voit l'évolution dans le temps des cycles. Vous avez fait votre premier tableau de bord, ça vous permet de structurer votre diagnostic achat, de faire votre première stratégie et de lancer les premiers projets. Ça vous évite de passer 6 mois à pas trop savoir, à guidonner, à pas trop savoir où vous allez. Vous arrivez, vous faites votre tableau de bord, vous faites votre stratégie, vous définissez votre plan, vous présentez à la direction, vous faites ça bien sûr avec votre équipe, etc. Vous lancez les premiers projets et comme ça, dès les premiers mois, vous allez commencer à amorcer de la génération de résultats et de la structuration de votre service. Et ensuite, dans le temps, il va pouvoir évoluer. Alors, voici quelques étapes clés qu'on a listées pour vous sur les phases de progression d'un tableau de bord. La première étape, quand on part d'en bas, ça va être de formaliser un processus d'approvisionnement et un suivi rigoureux dans l'entreprise. Si vous ne rentrez pas des bons de commande à chaque fois que vous commandez des produits, il ne faut pas s'étonner si derrière, quand vous allez faire une extraction de l'ERP, il ne va pas y avoir de données qui sortent. Donc, il faut structurer ça. Ensuite, on va formaliser les fiches articles en intégrant cette fameuse segmentation famille, sous-famille, code article. Et on peut, dès à présent, intégrer une entrée impact CO2 sur les fiches articles. C'est-à-dire qu'au début, vous allez juste préparer l'entrée, vous assurer qu'on peut rajouter cette donnée, d'accord? Parce que derrière, vous allez la rentrer. Quand vous créez vos fiches, vous intégrez déjà en amont ça, parce que vous pensez déjà à intégrer cet impact CO2. Pareil pour les fiches fournisseurs. Et là, vous allez intégrer une notation sociale qui pourra rester vide au début. Ce n'est pas un problème. Enfin, vous allez mettre à jour les fournisseurs et les articles existants historiquement dans l'ERP. Donc là, c'est le moment un peu compliqué. Imaginez, vous avez 3000 produits et vous devez mettre à jour toutes les fiches articles dans l'ERP. Donc, avec une base de données comme on a fait, comme on vous a montré tout à l'heure, il y a pas mal de services informatiques qui sont capables de remonter automatiquement et de mettre à jour toutes les fiches articles. Donc ça peut se faire rapidement. Si ce n'est pas le cas, et que vous n'avez aucune solution, il va falloir commencer par les plus importantes et les mettre à jour chaque jour jusqu'à ce que ce soit à jour. Parce que derrière, c'est ce qui va vous permettre d'automatiser, comme demandait Emmanuel, d'automatiser finalement et d'éviter les manipulations manuelles de la base de données. Parce que dès que vous allez sortir derrière votre extraction, elle sera exploitable. Donc à ce stade, voilà, le tableau de bord va se mettre à jour automatiquement. Ensuite, on va parler un peu de la mesure de l'impact CO2. Donc en fait, comment on fait? Dans votre plan, vous allez lancer des vagues de projets sur des catégories d'achat, des sous-familles ou des articles achats. Et à chaque fois que vous allez mener un projet, vous allez calculer l'impact CO2. On va vous montrer un exemple sur les emballages, mais c'est adapté au transport, c'est adapté à peu près toutes les familles d'achats et tous les secteurs d'activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'outil universel qui va vous dire l'impact CO2 précis de tout. Chaque cas est spécifique. Il y a des outils qui sont quand même assez efficaces, mais en général, quand vous vous attaquez à un sujet comme ça, vous faites votre analyse, donc vous déroulez votre méthodologie de l'entonnoir gestion de projet, et dedans, vous allez identifier les référentiels qui vont vous permettre de mesurer aussi l'impact CO2. Voilà, on va vous montrer un exemple. Et donc, vous mesurez l'avant-après. Ouais, on a une question de Mehdi. Donnez-nous un exemple de RP qui propose l'intégration de l'impact CO2. Bien là, en fait, comme l'a bien expliqué Guillaume, l'impact CO2, on va l'intégrer dans la fiche article. En fait, tous les ERP, en fait, ont des fiches articles. Et en fait, c'est votre entreprise qui définit ce que contient une fiche article, le nombre de champs qu'il y a dans une fiche article. Il faut juste, en fait, que vous ayez un champ, justement, impact CO2. En fait, qu'est-ce qui différencie un impact CO2 qui fait 300 d'un prix d'achat qui fait 300? Rien. En fait, peu importe le nom qu'on lui donne, le tout, c'est de pouvoir rentrer la donnée.
et automatiquement, elle va Oui. sortir, tout simplement. Oui, sinon on peut réutiliser effectivement un champ libre dans votre fiche article. Il n'est pas utilisé ou mal utilisé Tout dans votre simplement. entreprise. Ouais. Je pense qu'on en connaît tous, c'est ce type de champ libre. Donc voilà, hein, soit vous demandez effectivement une modification des fiches, soit effectivement vous réutilisez un champ bien particulier, évidemment avec une communication à l'ensemble des équipes pour expliquer qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites et dans quel but. Donc, Exactement. Ensuite, vous allez définir un système interne de notation sociale des fournisseurs, multicritères. D'accord. Vous allez dire qu'est-ce qui est important par rapport à mes clients, à mon activité. Donc ça vous évite, je dirais, de devoir faire appel à des solutions externes. Et il y en a plein, hein, et des excellentes et qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et vraiment venir asseoir votre dynamique achat RSE. C'est pas le sujet du jour, mais l'idée c'est choisissez soit un référentiel, soit une solution, soit mettez en place ces choses en interne, mais faites quelque chose qui va vous permettre de définir une notation sociale au niveau des fournisseurs. Et derrière, ça va vous permettre, quand vous vous attaquez à une famille d'achat, d'accord, de définir des plans d'amélioration au travers de contrats pluriannuels, etc., avec des objectifs. Dans votre sélection fournisseur, peut-être qu'avant, vous travailliez avec un fournisseur qui était un peu limite sur différents critères, et vous allez sélectionner un nouveau fournisseur qui est bien meilleur sur vos critères. Voilà. Ça vous permet de mesurer tout simplement un impact social. Ce que vous retiendrez ici, c'est qu'on mesure l'impact CO2 sur des familles, des sous-familles et des articles, et on mesure un impact social sur des fournisseurs. D'accord. Pas vraiment sur des produits. Voilà, c'est important de le dire. Et ensuite, tout simplement, la dernière étape, c'est au fur et à mesure des projets, on va intégrer ces données CO2 et sociales au fur et à mesure dans l'ERP, tout simplement. Et à ce stade, on va pouvoir avoir un tableau qui se met à jour et qui fait apparaître des données RSE ou toute autre donnée que vous souhaitez par le service. C'est hyper intéressant ça. Vous pouvez rentrer des données de taux de service, des données vraiment, c'est adaptable au possible selon votre activité. Alors, je m'excuse pour la lisibilité de cet extrait, mais ici, on voit un processus approvisionnement. Je fais vite, hein, mais en gros, on structure un bon de commande, on s'assure que la commande a bien été reçue, a été validée. Le bon de commande, quand la livraison arrive, on transforme en bon de livraison. On fait une facture et la facture, on transmet au service comptabilité pour que ça devienne une facture comptabilisée. Ça va permettre derrière de faire des extractions. Et ça permet, par exemple, je donne juste un indice, quelque chose de sympa. Ce que je m'amusais à faire sur des portefeuilles où je pouvais planifier mes commandes, je planifiais mes commandes à l'année. Et quand je faisais mes extractions, j'avais un filtre bon de livraison, facture, etc. Et je pouvais faire mon atterrissage budget plusieurs mois à l'avance. Voilà, sachant qu'en fin d'année, parfois on réajustait quelques commandes qu'on décalait ou qu'on supprimait, etc. Mais au final, on pouvait assez précisément mesurer le taux de consommation de son budget en cours d'année et voire même mesurer son atterrissage 4-5 mois avant. Super intéressant donc de bien segmenter dans l'ERP. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Sébastien? La seule chose qu'on pourrait évoquer, c'est la question de Nathalie, hein, qui nous parlait justement de l'impact CO2. Alors, c'est une notion qu'on a évoquée dans le précédent webinaire, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur notre chaîne YouTube. En fait, l'impact CO2, effectivement, il peut différer pour un même article selon les fournisseurs. Et il y a une bonne raison pour ça. Les données CO2, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de règles aujourd'hui internationales, officielles. Ce sera peut-être le cas dans 5 ans, dans 10 ans. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de référentiel. Alors, il y a des référentiels qui commencent à être reconnus sur le carton, sur les emballages. D'ailleurs, c'est l'exemple. C'est ça, c'est l'exemple qu'on a derrière. Mais effectivement, on peut avoir deux fournisseurs qui nous donnent des impacts CO2 différents en fonction de où ils font leurs produits. Donc ça effectivement, cette donnée-là, vous serez à un moment donné, si vous avez la possibilité de créer qu'une fiche article pour plusieurs fournisseurs, la seule solution que je peux vous donner, c'est essayer de faire un taux de CO2 au prorata. Voilà, au prorata, c'est-à-dire que si vous savez que vous passez 80% de commandes au fournisseur A et 20% de commandes au fournisseur B, vous faites la même chose pour faire la moyenne du CO2. C'est très juste. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du fournisseur, mais effectivement, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Effectivement, très intéressant à creuser. Exemple de mesure d'impact CO2 sur une bouteille en verre. Donc là, on va vous montrer un exemple. Donc on a utilisé un exemple sur les emballages. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Citeo. À l'époque, c'était Éco-emballage. Et l'outil BE existe depuis quelques années. Et sur un projet que j'ai mené sur des bouteilles en verre il y a quelques années,
eh ben, je l'ai utilisé, puisqu'on avait optimisé, donc on avait ciblé la famille bouteille en verre comme priorité stratégique, puisqu'en fait, les emballages pesaient plus de 60% de l'impact CO2 de l'entreprise. D'accord, on avait fait une analyse ACV. Et dans cette famille-là, les bouteilles en verre, à elles seules, pesaient à peu près 60-70% de l'impact CO2. Et dans ces bouteilles en verre, on va vous présenter l'exemple d'une bouteille qui était la plus importante, celle qui pesait le plus lourd dans l'impact CO2 et aussi, logiquement, en impact financier. Donc là, on a cherché sur Internet tout simplement, on vous a mis le lien dans la présentation, c'est un exemple, et il y a un outil qui permet d'analyser le cycle de vie des emballages. On a créé un compte et on a fait la situation tout simplement avant-après. Donc là, voici l'exemple avant. Et donc là, on va rentrer un ensemble de données. Donc là, on est sur une bouteille d'huile et on va avoir à la fin, vous pouvez télécharger le dossier qui est masqué, qui est en mode confidentiel. Et on a pu mesurer l'impact CO2 de ces bouteilles-là. Et on a pu avoir des données très précises. Alors là, je ne montre que l'impact CO2, mais il y a énormément de choses. Il y a des équivalences en consommation d'eau, en déchets, de plein de choses. C'est très, très bien fait. Cet outil est très bien fait. Vous téléchargez un dossier complet. Tout simplement, quand vous allez optimiser la situation, vous allez refaire le même travail sur la bouteille qui a été, par exemple, allégée. En l'occurrence, sur cette bouteille-là, on a allégé le poids de 20% à l'issue d'un projet qui a duré 2 ans. Et en allégeant le poids de 20%, on a pu mesurer tout simplement la baisse d'impact CO2. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que ce travail qui a été fait avec un fournisseur, c'est une bonne base. Alors encore une fois, il faut pouvoir justifier les chiffres, d'où ils viennent, pourquoi on les a choisis, comment on les obtient, pour effectivement pouvoir assurer qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et c'est une très bonne base de départ pour effectivement en déduire l'impact CO2 des autres fournisseurs quand vous ne pouvez pas faire cette analyse sur l'ensemble de vos fournisseurs. Exactement. Là, on voit donc qu'elle fait 277 grammes de CO2, cette bouteille. D'accord ? Eh bien, ça représente pour 10 millions de bouteilles, qui était à peu près le volume annuel qui était fait sur cette bouteille, 760 tonnes de CO2. Eh bien, en allégeant le poids de la bouteille en faisant de l'éco-conception, on a réduit l'impact CO2 de la bouteille et tout simplement par un produit en croix, vous pouvez mesurer le gain CO2 que vous avez fait. Tout ça en étant appuyé sur un référentiel de référence dans le secteur d'activité dans lequel vous avez mené le projet. Il y a la même chose dans le transport, il y a la même chose dans quasiment tous les secteurs. Il suffit de bien chercher. Et ça va faire que se développer et on espère que bientôt, il y aura une solution qui va permettre d'agglomérer tous ces référentiels pour permettre aux acheteurs de faciliter leur travail, même si il faut rester curieux et il faut continuer finalement, notre boulot, c'est ça. Et donc là, vous avez une synthèse du projet à la fin. Donc une bouteille de 390 grammes passe à 325 grammes, d'accord, 2 ans plus tard. C'est un projet qui a duré un peu longtemps. Budget 1 650 000 passe à 1 452 000. On fait 200 000 euros d'économie par an qu'on a en moyenne, qu'on avait estimé. Là, je parle d'éco-conception. Il faut savoir qu'en fait, on a retravaillé la matière avec le fournisseur pour pouvoir réduire l'épaisseur de verre, mais bon, on ne va pas rentrer dans la technique là. On a baissé les coûts de matières premières, on a baissé les énergies nécessaires pour la fabrication, on a baissé les coûts de transport et l'impact transport. Le poids total a baissé de 20%. L'impact CO2 mesuré selon le BE éco-emballage a baissé de 16%. Et au global, on a baissé le prix de 12%. Et ce qu'on voit ici, d'accord, donc sur la phase de transition, on a fait 190 000 euros, 234 tonnes de CO2, 120 tonnes de gasoil. Et on voit les résultats se cumuler d'année en année pour qu'à fin 2019, on a cumulé 700 000 euros d'économie, 1300 tonnes de CO2 et 560 tonnes de gasoil, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, au fur et à mesure, vous rentrez les données CO2 dans votre ERP et naturellement, vous allez voir une colonne qui va se remplir dans votre base de données qui va vous permettre de rajouter dans vos mesures un impact CO2 et un impact social, tout simplement. Merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. À très, très bientôt. Allez, au revoir. Pour de nouvelles aventures.